Les néons blafards du sous-sol du centre communautaire de Riverview clignotaient de façon erratique, projetant des ombres acérées sur le cercle de chaises pliantes dépareillées. Assise près du fond, dans un coin discret, qu'elle occupait systématiquement, une femme d'une trentaine d'années observait. Mila Kwon, silhouette souple, regard sombre et posture détendue sans jamais être vulnérable, balayait la pièce du regard avec une vigilance ancrée par l'expérience, celle de ceux qui ont appris, parfois trop tôt, que le danger peut surgir de n'importe où, même d'un simple silence. Un petit insigne en métal, une réplique discrète d'un trident de reconnaissance navale accroché à la patte usée de sa veste en cuir, scintilla un bref instant lorsqu'elle croisa la lumière. Un détail insignifiant pour la plupart des gens. Un détail qui allait pourtant tout faire basculer. « Je n'arrive plus à dormir », murmura une voix brisée. C'était Thomas Alvarez, 22 ans, ancien fantassin des Marines, les mains tremblantes. « Chaque fois que je ferme les yeux, je suis de retour dans ce qu'on voit, le souffle de l'explosion, l'odeur du métal brûlé. Et Jackson ?» Sa voix se brisa et plusieurs anciens combattants autour de lui hochèrent la tête avec compassion. Docteur Viviane Rainer, la psychologue chargée de modérer le groupe de parole, s'apprêtait à intervenir lorsque Thomas se leva brusquement, les yeux écarquillés, absent, comme pris dans un autre monde. « Ils passent à travers les murs !» hurla-t-il en dégainant un couteau de combat dissimulé dans sa botte. Le métal scintilla sous les néons instables tandis qu'il tournait sur lui-même, projeté en plein cauchemar éveillé, revivant les rues d'Al-Raqqa comme si elles s'étaient matérialisées dans cette cave. Le chaos s'abattit aussitôt. Les chaises grincèrent contre le béton, certains vétérans se jetèrent au sol, d'autres restèrent de figés, paralysés. Dr Rainer tâtonna désespérément pour atteindre le bouton d'alerte fixé sous la table. Mais Thomas était déjà en mouvement, le couteau levé, son visage tordu par une terreur viscérale, celle qu'on n'explique pas, mais que tout soldat reconnaît d'instinct. Mila bougea, pas comme quelqu'un qui court, pas comme quelqu'un qui panique. Non, elle glissa à travers l'espace comme une lame dans l'eau. En un seul geste fluide, elle se leva, intercepta le poignet de Thomas de sa main gauche, appliqua une pression chirurgicale sur une zone précise. Les doigts du jeune homme s'ouvrirent malgré lui. L'arme tomba au sol. Simultanément, le bras droit de Mila entoura son torse, non pas en clé d'étranglement, mais dans une étreinte ferme, contenue et étrangement apaisante. « Tout va bien, soldat », murmura-t-elle à son oreille. Sa voix n'avait rien de brusque, mais elle était tranchante, précise, comme une incantation. « Tu es en sécurité. Le convoi est rentré. Jackson va bien. Tu n'es plus là-bas. Tu es à Riverview, pas en Syrie. Respire. Écoute le bruit du vieux ventilateur. Sens l'odeur du café rassis qui remonte de l'étage. C'est fini. Tu es rentré. » Peu à peu, la respiration de Thomas ralentit. Les paroles de Mila coulaient comme une berceuse militaire, ciblant directement ce système nerveux en vrille. En moins de 2 minutes, il pleurait à chaudes larmes, effondré dans ses bras, tandis que le couteau gisait au sol, oublié, inoffensif. La pièce était figée, suspendue. Mila aida doucement Thomas à se rasseoir. Elle resta accroupie à ses côtés, parlant à voix basse, yeux dans les yeux. « Ce que je viens de faire, c'est une méthode que nous utilisions pour extraire des camarades pris en crise extrême. Quand ton esprit reste piégé dans le passé, il te faut une ancre, quelque chose pour te ramener au présent. La pression nerveuse perturbe la réponse instinctive, et le contact physique t'aide à retrouver un repère. » Docteur Rainer la fixait, impressionné, intrigué. « Où as-tu appris ça? Je n'ai jamais vu une désescalade aussi rapide. » Le visage de Mila resta neutre, mais une lueur fugace traversa son regard. « Opération spéciale. On devait apprendre à gérer nos coéquipiers sous stress extrême. Quand tu opères derrière les lignes ennemies, tu ne peux pas te permettre qu'un membre de l'équipe perde le contrôle. » Le mot résonna comme un coup de feu. Opération spéciale. Un autre vétéran trapu, les mâchoires serrées, se leva lentement. Marvin Krell, un ancien sergent des forces terrestres, avait le regard dur et une frustration mal digérée depuis son renvoi médical après un accident d'entraînement. Il la pointa du doigt, visage rouge de colère. « T'es en train de nous raconter que t'étais dans les forces spéciales? Faut arrêter le délire. Les femmes n'étaient même pas envoyées en combat frontal à cette époque, encore moins dans les groupes comme les nôtres. Tu veux faire croire à qui? Avec ton petit badge ?» Il désigna le trident accroché à sa veste. « C'est du vol de statut, et c'est dégueulasse. T'es assise là, en train de mentir à de vrais anciens combattants, à faire semblant d'être une opératrice. Tu l'as acheté où, ce pins? Dans une brocante? » Autour, les membres du groupe réagissaient.
certains visiblement choqués par les accusations, d'autres silencieux, curieux, attentifs. Mila, elle, n'avait pas bougé. Toujours à côté de Thomas, elle soutenait son regard. « Je comprends ton scepticisme, Marvin. Le calendrier ne correspond pas à ce que dit la presse. Je ne te demande pas de me croire, mais je ne t'ai rien demandé non plus. Épargne-nous ton calme, rugit Marvin, fulminant, postillonnant presque. Je connais des mecs qui ont échoué aux sélections, des vrais gars, pas des fantasmes. Toi, t'es juste une imposture, et je vais appeler la police militaire. Ils vont s'occuper de toi. » Mila se releva lentement. Il y avait dans ses gestes quelque chose d'instinctif, presque animal. Un frisson traversa la pièce. L'espace d'une seconde, quelque chose de dangereux affleura à la surface de son visage. Puis tout disparut, comme si rien n'avait existé. « C'est ton droit, Marvin, » dit-elle simplement. « Mais pose-toi une question avant de passer ce coup de fil. Pourquoi es-tu vraiment en colère? Est-ce vraiment à cause de cet insigne ou est-ce autre chose ?» Marvin resta figé, sa main tremblante au-dessus de l'écran de son téléphone, car les mots de Mila avaient frappé juste. Sa rage n'était pas dirigée contre elle, elle venait d'ailleurs. De cette douleur sourde d'avoir été évincée, de l'impression d'avoir été inutile, de cette jalousie face à ceux qui étaient allés jusqu'au bout. Mais son orgueil l'empêchait de faire marche arrière. Il composa le numéro. « Poste militaire, je voudrais signaler un vol de statut militaire. Une femme prétend être opératrice alors que c'est faux. » Mila ne réagit pas. Elle se contenta de murmurer un mot, à peine audible, en croisant le regard de la docteure Reiner. « Désolée. » Puis elle retourna auprès de Thomas, comme si elle n'avait pas été accusée de crime fédéral. 20 minutes plus tard, des bruits lourds de bottes résonnèrent dans l'escalier. 2 policiers militaires pénétrèrent dans la pièce, visage fermé, professionnel jusqu'au bout des ongles. Mila se leva calmement, les mains bien visibles. « Madame, vous devez nous suivre », déclara l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour infraction à la loi sur le statut militaire. » Le bruit métallique des menottes résonna dans la salle. Mila se pencha vers la thérapeute. Elle lui souffla quelque chose à l'oreille, et le regard de la docteure Reiner s'écarquilla sous l'effet du choc. Les anciens combattants restèrent de figés, silencieux, tandis qu'on l'emmenait, la tête haute, et toujours ce calme dérangeant qui semblait brûler l'air autour d'elle. La cellule de détention de la base militaire de Point-Verdant était une boîte en béton froid, dépouillée, sans âme. Elle avait vu passer des dizaines de soldats indisciplinés au fil des années, mais jamais quelqu'un comme Mila Kwon. Assise sur le banc métallique, le dos droit comme une lame, elle respirait calmement avec une régularité presque mécanique. On aurait dit qu'elle méditait alors qu'elle attendait d'être interrogée pour une infraction fédérale. Le rapport de l'officier de permanence mentionnait un détail troublant. Mila n'avait rien demandé. Ni eau, ni nourriture, ni la moindre indication de l'heure. Cette absence totale de besoin, ou du moins leur contrôle, mit mal à l'aise plusieurs militaires de garde. Ils échangèrent des regards silencieux, quelque chose clochait. 3 heures plus tard, une silhouette entra dans la zone sécurisée du centre de détention. Talons nets, démarche assurée. Inspectrice principale du département de liaison militaire civile de Riverview, Luisa Ramirez avait la réputation d'être redoutablement méthodique. Spécialiste des affaires complexes, elle traitait régulièrement les cas de faux vétérans, ces individus en quête de reconnaissance ou d'avantage. D'ordinaire, elle débusquait en 10 minutes les menteurs pathétiques. Cette fois, pourtant, quelque chose l'avait troublée. Dès qu'elle avait ouvert le dossier de Mila Kwon, elle avait senti un décalage, un vide. Le dossier officiel montrait une entrée dans la marine en 2015, formation à Great Falls, quelques affectations, et puis le néant. Toutes les affectations étaient classifiées, aucune distinction, aucun déploiement, rien. Et un départ noté comme séparation administrative, sans motif. Mais ce qui frappa Luisa fut l'absence. Pas ce qu'il y avait, mais ce qu'il n'y avait pas. Un silence administratif assourdissant. Elle entra dans la salle d'interrogatoire avec sa mallette, s'assit en face de Mila, la lumière crue tombant sur leur visage, accentuant chaque ride, chaque pli de vêtements. Mila, impassible, la fixait avec une intensité qui rendait l'inspectrice presque nerveuse. « Madame Kwon, je suis Luisa Ramirez, vous êtes actuellement détenue pour violation du statut de reconnaissance militaire. Vous avez été vue arborant une insigne non autorisée et affirmant avoir appartenu à une unité d'opération spéciale. Vous comprenez les accusations ? Je comprends ce dont on m'accuse, répondit calmement Mila. Mais je n'ai fait aucune déclaration mensongère. Luisa ouvrit le dossier. Votre fiche militaire est claire. Formation basique, quelques missions floutées, puis une séparation anticipée.
Rien n'indique une quelconque appartenance à une unité spéciale. Le visage de Mila ne bougea pas, mais sa voix s'assombrit légèrement. Que dit exactement ce dossier, inspectrice? Louisa, un peu désarçonnée, lut à voix haute « Incorporation, entraînement, affectation confidentielle, séparation administrative. Pas de décoration, pas de mission listée, pas de grade final. Le vide. » Mila s'inclina légèrement. « Alors vous voyez autant que moi. Ce dossier est un écran. » Un silence pesant s'installa. Puis Mila pencha la tête comme pour sonder Louisa. « Inspectrice, que savez-vous de l'opération Trident éclipsé ?» Un frisson parcourut le dos de Louisa. Ce nom, elle l'avait entendu une seule fois, lors d'un dîner familial où son frère, analyste en renseignement naval, avait mentionné à voix basse une opération en Syrie ayant mal tourné, puis il s'était tu. Visage pâle, regard fuyant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle, mentant mal. »« 16 otages américains, répondit Mila sans sourciller. Prisonniers d'une cellule paramilitaire surnommée le Croissant Noir. L'opération officielle a échoué. 3 opérateurs éliminés dès l'entrée, les otages déplacés. Louisa a senti sa bouche s'assécher. Son frère lui avait parlé de 3 morts, camouflés en accident d'entraînement. La mission fut reprise par une équipe non identifiée, continua Mila. 4 personnes, pas de couverture aérienne, pas d'extraction. 2 des otages étaient des agents infiltrés. Leur capture aurait compromis des réseaux entiers. J'étais sur place. J'ai neutralisé le commandant adverse. 2 balles, distance 0. Mon coéquipier portait l'agent blessé pendant que je contenais le feu adverse. On a passé 6 heures dans un tunnel d'évacuation. Blessé, traqué. J'ai encore des éclats d'obus dans l'épaule gauche, si vous voulez vérifier. Elle retroussa sa manche. Une cicatrice profonde, visiblement d'origine chirurgicale, barrait son épaule. Louisa, qui avait déjà vu des blessés de guerre, reconnut immédiatement l'authenticité des marques. « Mais ce n'est écrit nulle part, murmura-t-elle. « Parce que cette mission n'existe pas, répondit Mila. Officiellement, les 4 membres de l'unité ont été perdus en opération. Officieusement, nous avons empêché un désastre stratégique et nous avons été effacés. Vous dites qu'on vous a donné une nouvelle identité ?» demanda Louisa, abasourdie. « Oui, on nous a demandé de disparaître, de reconstruire une vie. Certains ont accepté. Moi, j'ai choisi d'aider d'autres anciens combattants à affronter leurs propres fantômes. » Louisa reprit son bloc-notes, les mains légèrement tremblantes. « Vous avez parlé d'un coéquipier, non ? Commandant Ellis Moore, notre leader. C'est lui qui a conçu l'infiltration. Vous ne le trouverez dans aucune base de données ouverte. » Louisa leva les yeux brusquement. « Moore ? Comme l'amiral Ellis Moore, chef des opérations spéciales navales du secteur Pacifique ?» Mila ne répondit pas immédiatement. Puis elle lâcha à voix basse. « Alors vous savez à qui téléphoner ?» Louisa sentit ses repères vaciller. Si Mila mentait, elle le faisait avec un aplomb et une connaissance terrifiante. Mais si elle disait vrai, « Madame Kwon, dit-elle en se levant, je vais devoir faire un appel. Vous comprenez pourquoi ?» Mila hocha la tête. « Appelez-le et dites-lui que Spectre 9 est en détention, il comprendra. » Les doigts de Louisa Ramirez tremblaient légèrement alors qu'elle composait le numéro du QG des opérations spéciales de la marine, secteur Pacifique. Dans ses 15 ans de carrière, elle n'avait jamais eu à appeler ce genre de numéro. Et encore moins pour évoquer un nom de code qui, s'il était réel, ne devait pas apparaître sur une ligne ouverte. La tonalité résonna 2 fois, puis une voix claire décrocha. Standard du bureau de l'amiral Moore, officier de liaison Walters à l'appareil. Inspectrice Ramirez, département de liaison militaire civile de Riverview. Je dois parler d'urgence à l'amiral Moore. Il s'agit de la détention d'un individu qui a mentionné le code Spectre 9. Le silence qui suivit fut long, inconfortable, sourd, puis la voix de Walters reprit, radicalement changée. Fini le ton administratif. À la place, une tension froide. « Madame, je vous demande de rester en ligne. Ne raccrochez surtout pas. Et ne parlez à personne de cet appel. L'amiral va vous répondre directement. » Louisa resta figée, fixant le vide devant elle. Même la musique d'attente, douce et presque ridicule, n'arrivait pas à atténuer la gravité qui venait de s'installer. 3 minutes plus tard, une nouvelle voix, grave, mesurée, d'une autorité naturelle écrasante, remplit le combiné. « Inspectrice Ramirez, amiral Ellis Moore à l'appareil, vous avez prononcé un mot que vous n'étiez pas censé connaître. Spectre 9. Qui vous l'a donné ? Une détenue ? Répondit Louisa d'une voix ferme mais tendue. Mila Kwon. Elle prétend avoir opéré sous vos ordres dans une unité classifiée. Elle m'a demandé de vous contacter en utilisant ce code. » Un silence pesant suivit. Puis la voix de Moore reprit, plus grave encore. « Écoutez-moi attentivement. Vous ne devez pas parler de cette affaire à quiconque dans votre département.
Ne transmettez aucun rapport. Ne finalisez aucune procédure. Je suis en route. J'arriverai dans moins d'1 heure. Mila Kwon est-elle sécurisée? Oui, elle est en cellule, sous surveillance constante. Parfait. Ne la déplacez pas. Ne la laissez pas seule non plus. Et si quelqu'un pose la moindre question, vous répondez que cette affaire est classifiée en attente d'un examen fédéral. La ligne se coupa. Louisa resta là, fixant le téléphone, la main figée. Elle n'avait jamais entendu un officier aussi expérimenté sonner aussi inquiet. Pas pour un cas de vol de statut, pas pour quelque chose d'aussi banal. Et pourtant, pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'amiral Ellis Moore enfilait sa veste de cérémonie, les mains crispées. Il venait d'annuler une réunion de haut niveau. Son assistant le regardait perplexe. « Dois-je alerter votre sécurité rapprochée, monsieur ?»« Oui, détail complet. 2 véhicules. Et contacter les services fédéraux. Je veux que l'itinéraire soit dégagé en priorité. Il faut aussi me sortir les dernières évaluations de menaces sur les anciens opérateurs de l'unité Spectre. Quelqu'un a parlé. Je veux savoir qui. » Alors que le convoi se lançait à toute allure dans les rues de Riverview, les appels se multipliaient. À Washington, dans les couloirs les plus obscurs de l'appareil sécuritaire, des alertes discrètes étaient déclenchées. Une ancienne opératrice classifiée venait d'être arrêtée publiquement. Le monde venait de vaciller, même si personne à l'extérieur ne le savait encore. À l'intérieur du commissariat de Riverview, Louisa Ramirez constatait que le cas Kwon déclenchait une réaction en chaîne. En moins d'1 heure, elle avait reçu 6 appels, certains de numéros inconnus, d'autres revendiqués comme appartenant à des agences qui n'étaient censées exister que dans les romans d'espionnage. Le plus troublant avait été celui d'un homme se présentant comme analyste de liaison pour une agence de sécurité intérieure. Il n'avait donné aucun nom, mais il connaissait le sien, son numéro de badge, l'adresse de ses parents, et même le prénom de son neveu scolarisé à l'académie militaire de Silver Pin. Avant de raccrocher, il avait lâché une simple phrase « Inspectrice Ramirez, cette affaire dépasse votre juridiction. Vous êtes sommée de suspendre toute action jusqu'à l'arrivée des autorités fédérales. Ce dossier est désormais une affaire de sécurité nationale. » Dans la zone de détention, Mila Kwon restait assise, immobile. Mais quelque chose changeait. Les autres détenus, habituellement bruyants, colériques ou blasés, se rapprochaient, non pas pour provoquer, mais comme on cherche la chaleur d'un feu dans une nuit glaciale. Une jeune femme s'approcha la première. Teint mat, tatouage visible, la démarche méfiante. « Hé, soldate, c'est vrai que t'étais dans les forces spéciales ?» Mila ouvrit les yeux, l'observa, puis répondit calmement « Pourquoi tu demandes ? Parce que t'as ce regard. » répondit la femme. « Le même que mon cousin quand il est revenu de Kandahar. Comme si t'avais vu des trucs qu'on ne revient jamais vraiment d'avoir vus. » Mila nota les gestes de défense instinctive. L'épaule gauche légèrement en avant pour protéger d'anciennes blessures, une tension dans la mâchoire, des pupilles dilatées. Cette femme avait vécu dans le chaos. Elle reconnaissait le chaos chez les autres. « Tu fais des cauchemars ?» demanda Mila. « Souvent, répondit-elle après une pause. Ma petite sœur, elle a pris une balle, je courais avec les Alma-Roja, je l'ai pas protégée. Ce que tu ressens, c'est pas de la faute. C'est une illusion de contrôle, répondit Mila, sa voix basse mais ferme. Ton cerveau rejoue les événements pour te faire croire que tu aurais pu changer le passé. C'est une défense, parce que c'est plus facile de te blâmer que d'accepter que parfois on ne peut rien faire. L'autre femme resta bouche bée, et lentement elle hocha la tête, comme si quelque chose venait de se débloquer. À côté, un jeune homme, arrêt pour conduite en état d'ivresse, écoutait lui aussi. Moi, c'est mon frère, il est mort dans un accident, et j'étais en mission à ce moment-là. Je me dis que si j'avais été là, ton esprit souffre d'un décalage temporel, coupa doucement Mila. Il essaie de remonter le temps, de réécrire l'histoire, parce que l'idée que tu n'aurais rien pu faire est insupportable. Mais tu n'étais pas là, et ce n'est pas de ta faute. Ce que tu ressens est légitime. Mais il faut apprendre à vivre avec ce que tu ne contrôles pas. Dans la salle de surveillance, le sergent de garde, Anthony Torres, observait la scène avec stupéfaction. En 20 ans de service, il n'avait jamais vu ça, une détenue transformant un centre de détention en session de thérapie collective improvisée. Et ce qui le frappait, c'était le silence, l'écoute. Même les plus endurcis semblaient désarmés face à la voix posée de Mila Kwon. Il s'approche doucement. « Madame, je ne sais pas qui vous êtes vraiment. Mais ce que vous faites ici, c'est remarquable. » Mila le regarda, les yeux sombres mais paisibles. « Tout le monde mérite de guérir, sergent. Il suffit parfois d'une main tendue. » L'arrivée du convoi fut aussi discrète qu'implacable.
3 SUV noirs, aux vitres teintées, se garèrent en file indienne devant le commissariat de Riverview. Leurs portières s'ouvrirent simultanément, libérant une escouade d'agents en costume sombre, oreillettes vissées à l'oreille, lunettes neutres. Le genre d'homme qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie et qu'on ne cherche jamais à revoir. Puis parmi eux, l'amiral Ellis Moore émergea comme une tempête contenue. Sa tenue impeccable portait les insignes de 3 décennies de service, mais c'était son regard qui figea la salle. Un mélange de colère froide, de détermination militaire et d'angoisse profondément humaine. Le hall d'accueil du commissariat, d'ordinaire bruyant, se figea dans un silence électrique. Même les civils présents se plaquèrent contre les murs, sentant que quelque chose de grave venait de franchir la porte. Les agents balayèrent le périmètre avec une précision clinique, formant aussitôt une bulle sécurisée autour de leur supérieur. Le sergent de permanence tenta maladroitement de se redresser derrière son comptoir. « Monsieur, je vais prévenir le chef. Non, vous allez m'amener immédiatement à Milacquone », coupa Moore sans hausser la voix. Mais sa simple intonation avait la force d'un ordre de combat. Le chef de la police locale, Frédéric Menard, arriva en hâte, alerté par les visages blêmes de ses officiers. À 56 ans, il avait géré des fusillades, des émeutes et des prises d'otages. Mais jamais un amiral flanqué d'une unité d'intervention fédérale. « Amiral Moore, je suis le chef Menard. Je suppose que vous venez pour le dossier Kwon ?» Moore ignora la poignée de main tendue. Il sortit de sa veste une chemise rigide frappée du sceau du département de la Défense. « Lisez ça, puis comprenez que vous venez d'arrêter sans le savoir une des ressources militaires les plus sensibles des 2 dernières décennies. » Menard ouvrit le dossier, et ce qu'il lut le fit blêmir. Le document détaillait un programme appelé Spectre, une cellule ultra secrète composée d'opérateurs anonymes utilisés pour les missions les plus risquées, les plus confidentielles. L'affiche mentionnait le nom de code Spectre 9, Milacquone, opératrice disparue, officiellement décédée en mission. « Ce n'est pas possible », souffla Menard. On l'a arrêtée après qu'un ancien militaire l'a accusée de port illégal d'insignes. Elle animait un groupe de soutien. Elle avait l'air si ordinaire. « Exactement », répondit Moore, « parce qu'elle a passé les 3 dernières années à se fondre dans la masse. Elle vivait sous couverture, pour sa sécurité et pour la nôtre. » À l'étage, Louisa Ramirez observait la scène depuis la mezzanine. Lorsqu'elle vit Moore, elle descendit aussitôt, bloc-notes à la main. « Amiral, elle m'a demandé de vous appeler. Elle m'a parlé de l'opération Trident éclipsé, du port de Harborfield, des missions annulées, et surtout, elle m'a dit de vous transmettre ce nom de code, Spectre 9. L'effet fut immédiat. Le visage de Moore se tendit. Il se tourna vers son équipe. Verrouillez tout le bâtiment, personne ne sort, personne ne rentre. Je veux une communication cryptée vers le Pentagone. Et activez les protocoles de sécurité liés aux anciennes identités Spectre. Menard tenta de suivre. Amiral, vous êtes en train de me dire que son arrestation a mis en danger chaque personne avec qui elle a interagi depuis 3 ans, coupa Moore, y compris vos agents, vos détenus, vos familles. Une tension glaciale parcourut le commissariat. Moore inspira lentement, maîtrisant l'orage en lui. Vous ne comprenez pas ce que vous avez déclenché. Il y a des organisations qui tueraient pour mettre la main sur Milacquone. Elle connaît des noms, des visages, des codes. Elle a assisté à des briefings qui ne figurent dans aucune base de données. Et désormais, elle est exposée. Menard blêmit. Mais ce n'était qu'un signalement pour vol de statut. Un signalement qui a percé un voile tissé par 3 agences de renseignement, 2 gouvernements alliés et 8 années de silence. À cet instant, une agitation se produisit près de l'entrée. Un homme en civil, visiblement bouleversé, tentait de forcer le passage. « Je dois lui parler, je dois m'excuser !» Moore jeta un œil par-dessus son épaule. Qui est-ce ? Louisa reconnut immédiatement Marvin Krell, le vétéran qui avait déclenché toute l'affaire. C'est lui, c'est celui qui a fait le signalement. Moore gronda. Éloignez-le, il n'a rien à faire ici. Mais Mila, depuis sa cellule, avait entendu. D'un simple regard à Torres, elle fit passer un message. Faites-le entrer. Quelques minutes plus tard, Marvin fut escorté jusqu'à la salle. Il avait le visage défait, le regard hagard. Lorsqu'il vit Mila debout derrière les barreaux, il manqua de s'écrouler. « Je suis désolé. J'étais en colère, je me suis laissé emporter, je ne savais pas. » Mila s'approcha calmement. Son regard n'était ni accusateur ni froid, juste humain. « Tu croyais défendre l'honneur, et tu avais raison de te battre pour ça. Mais tu t'es trompé de cible. Je t'ai détruite, murmura-t-il. « Non, répondit-elle, tu m'as dévoilé.
il y a une nuance, et peut-être que c'était inévitable. Moore voulut intervenir, mais Mila leva la main. Il doit comprendre ce qui l'a déclenché. Ce n'est pas pour m'accabler, c'est pour éviter que ça se reproduise. Elle se tourna vers Marvin. À partir d'aujourd'hui, tu portes une responsabilité, celle de transformer ton erreur en acte réparateur. Continue à venir au groupe, aide les autres, transmets ce que tu as appris. Et rappelle-toi, ton honneur ne dépend pas de ce que tu dénonces, mais de ce que tu construis. Marvin acquiesça lentement, les larmes aux yeux. Moore consulta sa montre. Nous devons partir. Les signaux sont déjà détectés. Il faut la relocaliser avant que quelqu'un d'autre ne mette la main sur elle. Mila tendit la main vers Torres. Mon insigne, s'il vous plaît. Il lui tendit le petit trident, mais elle secoua la tête. Gardez-le. Donnez-le à quelqu'un qui en aura besoin. Quelqu'un qui aura oublié que le service peut prendre bien des formes. Les verrous électroniques de la cellule de Mila Kwon s'ouvrirent dans un clic à peine audible, mais dont l'écho résonna comme un gong dans le silence tendu du commissariat. L'amiral Moore fit un pas de côté, laissant la voie libre. Mila, droite, sans trembler, sortit de la cellule. À peine un regard en arrière, pourtant, derrière les barreaux, plusieurs visages l'observaient. Maria, la jeune femme au regard dur, et James, le conducteur arrêté, qui lui adressèrent un dernier signe silencieux. Mila s'arrêta, les regardant avec bienveillance. « Souvenez-vous de ce qu'on a partagé. La culpabilité vous aide à rester vigilant, mais elle ne doit jamais vous dévorer. Ce n'est pas votre dette envers ceux que vous avez perdus qui compte. C'est ce que vous ferez maintenant de cette douleur. » Maria, émue, s'accrocha au barreau. « Tu reviendras ?» Le sourire de Mila était calme mais triste. « Non, mais vous n'avez plus besoin de moi. Vous avez ce qu'il faut en vous, utilisez-le. » Sergent Torres s'approche, tendant un petit sac contenant ses effets personnels. « Madame, ce que vous avez fait ici, ce n'était pas du combat, c'était bien plus. Vous avez touché des gens que tout le monde avait abandonnés. C'est ça, être une héroïne. » Mila prit le sac, observa une dernière fois l'insigne de trident entre ses doigts, puis le lui rendit. « Donnez-le à quelqu'un qui pense que la valeur d'un soldat se mesure aux médailles. Peut-être qu'il comprendra un jour que les vraies batailles sont silencieuses. » Autour d'eux, l'équipe de l'amiral Moore s'activait. Les communications chiffrées fusaient, les positions satellites étaient croisées. Le chef Menard fut approché par un analyste fédéral qui lui glissa un rapport sur une tablette. Tous les agents en contact avec Mila allaient être placés sous surveillance renforcée. Les noms, les visages, les numéros de badge, tout avait été identifié par des systèmes de contre-espionnage. Il savait déjà que des antennes étrangères avaient détecté l'incident. Il restait peu de temps. « Nous devons vous transférer dans une zone sécurisée », dit Moore à Mila. 3 services étrangers ont déjà activé des agents dormants. Vos anciens ennemis savent que vous êtes en vie et que vous êtes à découvert. « Je m'y attendais », répondit-elle sans émotion apparente. Ce jour finirait par arriver. La couverture était trop parfaite, trop durable. Quelque chose devait casser. À l'autre bout du couloir, Luisa Ramirez, restée en retrait, s'approcha finalement. Mila se tourna vers elle. « Je voulais vous dire, vous avez été professionnelle, droite, humaine, vous avez suivi les protocoles, mais vous avez écouté. C'est rare. » « Je n'étais pas sûre de vous croire, » répondit Luisa. « Même avec les preuves, je doutais. Peut-être parce que vous me sembliez trop normal. » Mila sourit. « C'est justement ce qu'on cherchait à créer. Les meilleurs opérateurs sont ceux que personne ne remarque, pas ceux qui se vantent, ceux qui disparaissent dans la foule. Et maintenant Mila Kwon disparaît. Encore une fois, elle sera remplacée par une autre identité, une autre façade, une autre solitude. » Luisa baissa les yeux. « Et les anciens combattants que vous aidiez, tous ces gens que vous avez stabilisés, accompagnés, le programme continue. Les méthodes que j'ai développées, les protocoles que j'ai testés, seront transmis à d'autres. Le groupe aura un nouveau modérateur, et si tout se passe bien, personne ne remarquera que je ne suis plus là. » À l'extérieur, le convoi était prêt, 3 SUV identiques, pilotes aguerris, agents en poste. L'escorte s'ébranla dès que Mila monta à bord, entourée de silence. Mais avant de franchir les portes, une dernière agitation surgit. Marvin Krell. Il était de retour. Cette fois, il ne criait pas. Il ne hurlait pas à l'usurpation. Il pleurait. « Attendez, laissez-moi juste lui dire une chose. » Moore voulut le repousser, mais Mila l'arrêta d'un geste. Elle descendit à nouveau, s'approcha de Marvin. « Je n'ai pas le droit de vous demander pardon, » souffla-t-il. « Je vous ai mise en danger. J'ai trahi tout ce que je prétendais défendre. » « Ce que vous avez fait n'était pas mal intentionné, » y répondit-elle. « Vous étiez en souffrance, et vous avez réagi, c'est humain. Ce que vous faites maintenant est ce qui compte. »
Je vais retourner au groupe, je vais parler, aider, guider, promis. Alors transformez votre colère en moteur, dit Mila. Et souvenez-vous que l'honneur ne vient pas des décorations. Il vient de ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Elle monta à nouveau dans le véhicule. Le convoi se mit en mouvement, s'enfonçant dans la ville. À l'arrière, Mila regardait les rues qu'elle ne reverrait probablement jamais. Des visages flous, des passants indifférents, des instants banals, c'était ça, la liberté. Un luxe qu'elle n'aurait plus. À côté d'elle, l'amiral Moore brisa le silence. « Tu as des regrets ?» Mila tourna légèrement la tête. « Oui, je regrette que Marvin porte ce poids, je regrette que les vétérans que j'accompagnais doivent recommencer avec quelqu'un d'autre. Je regrette que ceux qui m'ont fait confiance soient maintenant surveillés. Mais je ne regrette rien d'essentiel. Ni les missions, ni les choix, ni le silence. Tu savais que ce jour arriverait. On le sait toujours, mais on espère juste que ce sera plus tard. » Alors que les véhicules fonçaient vers un centre sécurisé, dans un quartier dont personne ne connaissait l'existence, l'histoire de Mila Kwon, alias Spectre 9, reprenait le chemin de l'ombre. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours été, une pièce d'un échiquier que personne ne voyait, une légende sans nom, une arme vivante à la mémoire chargée. Mais dans les groupes de soutien, dans les commissariats, dans les cellules froides et les couloirs d'oubli, des gens se souviendraient d'elle, pas comme une opératrice, mais comme une femme qui avait écouté, qui avait compris, qui avait sauvé des âmes brisées avec des mots aussi puissants que des balles. Et quelque part dans une autre ville, sous un autre nom, Mila reprendrait son œuvre, pas avec une arme, mais avec une présence, une voix, un regard, le genre de regard qu'on n'oublie jamais, parce qu'il nous rappelle que, même dans l'ombre, il existe des gardiens silencieux, des fantômes bien vivants.